C'est une des rares sagas de fantasy jeunesse inspirées de mythologie asiatique traduite en France. C'est une réécriture de contes qui parle de malédiction, de peur de la magie, de grues, de bols, de serpents et de dragons. C'est une duologie qui va te donner envie de manger. On est vraiment complètement obsédé par la bouffe dans ce livre, ça mange tout le temps. Ça donne faim, vraiment, ne lis pas ça si tu as le ventre vide. D'être ami avec un dragon, de jouer dans la neige, de faire des origamis et de surtout ne pas désobéir à sa belle-mère. On va revenir sur les origines de cette œuvre tout en donnant mon avis complètement subjectif sur chacun des tomes de cette duologie. J'ai fini la saga des 6 couronnes écarlates. Tiens, on en parle. Salut toi. Imagine, tu t'appelles Shiori et tu vis paisiblement avec tes 6 grands frères, ton père et ta belle-mère. Quand je dis que tu vis paisiblement, oui, tu te mets bien parce qu'en fait tu es une princesse, donc ton père est le roi. Donc ouais, c'est plutôt une vie pépère, dans la richesse, tout ça, ouais, tu te mets bien. Et puis, un jour, ton père décide de t'organiser un mariage arrangé et toi, t'as pas envie. Du coup, tu décides tout simplement de pas te pointer le jour du mariage, ce qui risque de déclencher un incident diplomatique. Mais tu t'en bats les couilles. Toi, tu préfères aller t'amuser dans l'eau avec un dragon qui est visiblement une mauvaise influence puisqu'il te pousse à aller fouiner dans les affaires de ta belle-mère. Enfin, il a pas vraiment besoin d'aller te pousser extrêmement fort puisque de base c'est quand même une petite chouineuse qui n'est apparemment absolument pas au courant que la curiosité est un vilain défaut. Il faut pas être trop curieux. En fait, je comprends pas cette expression parce que moi je pense tout le contraire, mais c'est pas le sujet. Sauf que tu finis par découvrir quelque chose que ta belle-mère n'avait absolument pas envie que tu découvres. Et je ne parle absolument pas des jouets intimes de belle-maman. Non, je te vois venir, petit coquinou. On parle pas de ça. Mais tu découvres un secret encore plus sombre. Folle de rage, belle-maman décide de te punir. Et comment s'y prend-elle pour te punir? Dis-le-moi en commentaire. En vrai, je vais un petit peu t'aider quand même. Réponse A, elle te prive de dessert pendant 1 mois. Et toi, t'aimes manger, donc ça fait pas du bien. Réponse B, elle t'enferme dans ta chambre et te prive de sortie. Ou réponse C, elle te lance une malédiction qui te réduit au silence parce que si tu prononces le moindre mot, un de tes frères crèvera dans d'atroces souffrances, frères qui n'ont absolument rien demandé dans cette histoire. Puis, ce n'est pas tout, elle t'affuble d'un horrible bol sur la tête qui fait que personne ne peut voir tes yeux, donc personne ne peut te reconnaître, parce que apparemment c'est comme Superman, les gens reconnaissent les gens uniquement avec les yeux, donc personne ne peut te reconnaître avec ce bol sur la tête, donc personne ne peut savoir que tu es la princesse Shiori, puisque tu ne peux pas le dire, puisque tu ne peux pas prononcer de mots, et que on reconnaît pas ton visage. D'ailleurs, tes yeux sont cachés par le bol, mais toi tu peux voir à travers. Comment? Je sais pas, j'ai pas tout compris. J'imagine que c'est peut-être expliqué dans le livre, mais moi j'ai pas compris. Si toi t'as compris, dis-le-moi en commentaire. Et enfin, parce que c'est pas fini, elle transforme tes 6 frères, qui je le rappelle, n'ont absolument rien à voir avec cette histoire, en grue. Alors, oui, là j'imagine que du coup, dans ta tête, tu vois le truc qui fait vroom vroom et soulève des trucs dans les chantiers. Mais non, c'est pas de cette grue-là dont je parle, mais bien les oiseaux, parce qu'il y a une espèce d'oiseau qui s'appelle des grues. Ne me remercie pas pour le partage de mon savoir. Eh bien, c'est la réponse B. Non, je plaisante, c'est la réponse C, bien évidemment. Et donc, suite à ça, tu vas tout faire pour tenter de briser cette malédiction, parce que c'est quand même un petit peu chiant au quotidien. Si tu veux mon avis, et même si tu le veux pas, en fait, je vais te le donner, je trouve que c'est quand même un tout petit peu, un chouï abusé comme punition. Certes, elle a fouiné, Shiori, c'est pas cool, voilà, on fait pas ça, ça se fait pas, mais la punition, ouais, je sais pas, elle a pas commis de meurtre, donc ouais, un peu exagéré. Eh bien, cette histoire est le point de départ de la saga des 6 couronnes écarlates, écrit par Elisabeth Lim et publié en France aux éditions Rajout. On va revenir sur l'œuvre sans spoil, ne t'inquiète pas. Comme tu l'auras compris, on va parler de malédictions, de dragons, d'oiseaux, de famille et de quête de liberté. Elisabeth Lim voit le jour, je ne sais pas quand ni où. Mais ce que je sais, en revanche, c'est qu'elle a grandi entre Tokyo, la Californie et New York. Enfant, elle écrivait des fanfictions sur Sailor Moon et Star Wars. C'est marrant, je crois que c'est la 3e autrice dont je parle qui a commencé avec des fanfictions de Sailor Moon. Faudrait peut-être que j'écrive des fanfictions de Sailor Moon alors si je veux sortir un roman un jour. Contre toute attente du coup, elle commence sa carrière en tant que compositrice de films et de jeux vidéo, alors qu'on s'attendrait à ce qu'elle commence comme écrivaine puisque, comme je l'ai dit avant, elle écrivait depuis toute petite. Mais non, elle choisit au tout début, en tout cas, d'être plutôt dans la musique. Mais elle finit quand même par changer de voix et revenir à ses premiers amours, à savoir l'écriture. I actually grew up never at all thinking I'd become a writer. I wanted to be a composer since I was 5 years old. I grew up watching a lot of Disney movies and I was like, okay, my dream is to write the next part of your world for Disney or Beauty and the Beast. That's what I wanted to do. And so I grew up just
I grew up writing a lot of music and trying to understand how narrative works in music. And while doing that, I ended up writing my own stories, like a lot of fan fiction, and then a lot of my own stories eventually. And then I would try to write music to them to sort of mimic film scoring back in the day. And like, I think from there, like I ended up finding out that I really enjoyed writing fiction as well. And I think my music background, just like indirectly informed how I write about like how I write rhythmically. C'est en 2018 qu'elle publie son premier roman, Réflexion, dans la série des Twisted Tales, qui sont des réécritures des Disney, mais dans lesquelles on va changer un point important du scénario. Par exemple, dans Réflexion, le postulat de base, c'est « Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts ?» Par la suite, elle écrira 2 autres Twisted Tales, à savoir « Oser ses rêves » et « Quand on prit la bonne étoile ». Je t'invite à mettre en commentaire, du coup, de quel Disney il s'agit. Il y a également dans cette série-là une anthologie qui a été publiée avec plusieurs petites histoires et elle écrira l'une de ces histoires. En dehors des livres qu'elle écrira du coup pour Disney, le reste de son univers est inspiré des mythologies asiatiques. The setting is obviously inspired by like ancient Asia. I would say like around the time of the Silk Road. Six Crimson Cranes is a few hundred years before Spin the Dawn, and I relied on a lot of my studies that I did when I was in college, and I really loved reading the history of the Silk Road, reading about like how different countries in Asia interacted with each other through trade and culture, religion, and art, and especially music. So that influenced a lot of my world building. And though Six Crimson Cranes focuses more on one country rather than several like in Spin the Dawn, it focuses on Kyasa, which is kind of modeled after ancient China and ancient Japan. À ce jour, tous les livres qu'elle a écrits, autres que Disney, sont dans le même univers. C'est des histoires quand même indépendantes, souvent ça va par duologie, ça se passe pas spécialement à la même époque ou quoi, mais en tout cas, c'est dans le même univers. Et c'est d'ailleurs le cas pour la duologie qui nous intéresse, Sycoran Écarlate, dont le titre original est Six Crimson Cranes, est sorti en 2021 aux États-Unis et en 2023 en France aux éditions Rajo. C'est une réécriture du conte Les Cygnes Sauvages, écrit par Hans Christian Andersen, mais dans laquelle elle va rajouter comme ça là du folklore et de la mythologie de certains pays asiatiques. L'aspect conte y est d'ailleurs gardé, hein, on ressent vraiment que c'est un conte, mais de façon beaucoup plus étoffée qu'un conte classique, on va dire. Par exemple, les contes d'Anderson ou de Grimm, ça fait quelques pages, là bon, on est quand même sur un petit peu plus que ça, sachant qu'il y a un deuxième tome. Hein. Et moi, j'aime les contes, donc j'ai aimé. Six Crimson Cranes is inspired by one of my favorite fairy tales from when I was a kid. It's inspired by the Hans Christian Andersen story, The Wild Swan. I just loved the idea of this princess who's just so brave and who has to go through all these trials to save her family. And she's not like, she doesn't have to rely on some prince to kiss her. One of the tropes that I really wanted to avoid was the wicked stepmother. In the original fairy tale, the stepmother is the one who turns the brothers into swans, and there's really no reason for her to do it other than she's jealous of the royal children for spending time with her new husband. C'est à la fois cruel et tout doux. Il y a des morales extrêmement bienveillantes, mais pas cucu pour autant. Je dis ça, mais en fait, je me questionne un petit peu sur la morale concernant le mariage arrangé. Comme je le disais, c'est pas cucu, notamment parce que Shiori se rend compte de la méchanceté des gens, notamment envers les gens qu'ils considèrent comme différents. En fait, elle voit vraiment des gens qui vont aller très très vite aux conclusions juste en la voyant, considérer que c'est un démon par exemple, enfin, elle vit des choses pas cool. Il y a aussi des gens très sympas, hein. Majoritairement, on est quand même sur des bons gros connards. Et en vrai, même les gens qui lui viennent en aide ont tendance à l'exploiter. Super. C'est du vrai jeunesse, donc si jamais tu es réfractaire à la fantasy jeunesse, je sais qu'il y en a certains parmi vous, ça va pas te plaire. Mais pour les jeunes, oui je parle comme une vieille, c'est vachement cool parce que en France en tout cas on n'est pas forcément habitué à avoir autre chose que de la fantasy inspirée plutôt des mythologies occidentales. Donc avoir autre chose, c'est cool, on aime. La plume est très belle, elle est pas exceptionnelle mais très belle quand même. L'univers est assez riche. J'ai beaucoup aimé le personnage de Shiori, hein. Et elle Shiori, qui est pas toute parfaite, elle est vraiment humaine et du coup on croit parce que c'est vraiment une adolescente, tu vois, Shiori, elle est vraiment capricieuse, elle en fait qu'à sa tête au début en tout cas. Tu crois vraiment que ce personnage puisse exister. Enfin, non, parce qu'on est dans un univers de fantasy, mais si c'était dans notre monde, quelqu'un avec ce caractère-là pourrait exister, notamment qu'on me rappelle que c'est une princesse. Et du coup, c'est vrai qu'elle est autant petite peste que très attachante. J'aime aussi beaucoup Kiki, qui est un petit oiseau en origami. Oui, j'aime bien un petit oiseau en origami. Me juge pas, s'il te plaît.
Son poteau dragon est plutôt cool aussi. Ses frères aussi, même si je vais pas te cacher que dans ce tome-là, je les confonds tous un petit peu. Ce sera moins le cas dans le tome 2, mais là c'est vrai que je suis un peu en mode c'est qui toi? Enfin il y en a genre 2 que j'ai vraiment repérés distinctement et les autres je suis là. Je mélange, mais malgré tout je les aime bien. D'ailleurs un point que j'ai vraiment adoré, c'est que je trouve que les relations familiales et les relations amicales sont complètement mises à égalité avec les relations amoureuses, tu vois, il n'y a pas de relation plus importante que l'autre en fait. Et ça c'est cool, parce que c'est rare. D'habitude, en général, surtout à cette époque où la romantaisie est un petit peu ce qui se vend le plus, tu vois, on est vachement dans les relations amoureuses, c'est tout. Et ben là non. Et on aime ça. À la fin du livre, il y a beaucoup de tensions, mais malgré tout, l'histoire peut quand même être considérée comme conclue. C'est une duologie, donc l'histoire n'est pas véritablement conclue, mais l'intrigue de départ du début du livre est résolue à la fin de ce livre-là. Ce qui fait que si jamais, j'en sais rien, moi tu es allergique aux sagas, quand il y a plusieurs tomes et tu ne veux lire uniquement que des one-shots dans ta vie, en vrai tu pourrais lire ça et pas être trop frustré à la fin du livre. Tu sais qu'il va y avoir des choses intéressantes à régler dans le tome 2, mais comme je dis, l'intrigue de base principale est complètement bouclée dans ce tome-là. Pour moi, ce que ça fait, c'est que ça ne t'oblige pas à aller forcément vers la suite, même si, comme c'est plutôt qualitatif, je pense que tu auras quand même envie de lire la suite. Mais du coup, ouais, ce tome 1, une très très bonne lecture. Passons maintenant à La promesse du dragon, dont le titre original est The Dragon's Promise, est sorti en 2022 aux États-Unis et en 2024 en France. J'ai bien aimé aussi ce tome 2, même si pour moi je le trouve un tout petit peu en dessous du tome 1, tout simplement parce que je trouve qu'il y a une certaine redondance dans les actions de Shuri, ce qui a créé chez moi à certains moments, pas beaucoup mais certains, un peu d'ennui. En fait si tu veux c'est un livre très séquencé, tu vois, tu pourrais presque le découper en plusieurs parties, en plusieurs grosses parties, et c'est vrai que j'ai pas eu le même intérêt pour chaque partie de ce livre. Mais en dehors de ça, j'ai passé un très bon moment. Il y a de l'action, des enjeux, puisque Shuri est en danger de mort à absolument toutes les secondes de cette histoire. Genre, il y a absolument tout le monde qui veut la buter, la pauvre, alors que techniquement, dans ce livre-là, elle n'a absolument rien fait. Au moins dans le tome 1, en fait c'était une petite chippie bien trop curieuse, donc je comprends qu'elle a été punie, même si je suis toujours pas d'accord avec la proportion de la punition par rapport à la faute. Mais ici, tout le monde veut la buter, elle n'a rien fait. Mais malgré tout, à part les élans d'assassinat de tout le peuple, c'est tout doux, c'est tout mignon et ça te donne envie de profiter des choses simples de la vie, comme manger, comme se balader, comme passer du bon moment avec ses proches, enfin c'est mignon. Il y a en plus une petite romance toute mime sans aucun problème de communication. Et ça, c'est assez rare pour que je le souligne. J'aime beaucoup l'évolution des relations entre elle et tout le monde. Vraiment, ce tome 2, une lecture tout cocooning. En fait, c'était déjà un peu le cas du tome 1, mais je l'ai moins ressenti fort dans le tome 1, bizarrement. Alors qu'en soi, ouais, je sais pas pourquoi, je saurais pas dire. Pour conclure en donnant un avis global sur la saga, ce que j'ai aimé, le côté cocooning et tout doux de l'univers tout en étant cruel à la fois. L'égale importance et la non-hiérarchie entre les relations familiales, amicales et amoureuses. La romance sans aucun problème de communication. Tu vois, ça peut arriver. Les personnages, la plume, ce que j'ai pas aimé, les certaines longueurs à quelques moments, parce qu'il y a quand même quelques longueurs, la redondance de certaines actions, et en vrai c'est tout. On aime cette saga. C'est une excellente réécriture de conte pour la jeunesse, et ça m'a donné envie d'éventuellement aller découvrir les autres livres dans le même univers. Si tu veux lire un truc dans lequel on affronte une malédiction, on est rejeté à cause de sa magie, on profite de la vie malgré la méchanceté de certaines personnes, on aime sa famille, ses amis, son chéri, son oiseau en origami, son poteau dragon, la bouffe, cette saga est faite pour toi. A contrario, si tu veux une intrigue sans longueur, si tu n'aimes pas les contes et la fantaisie jeunesse, passe ton chemin, cette saga n'est pas faite pour toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à commenter. Si jamais tu es resté jusqu'à la fin et que tu veux me soutenir et que tu sais pas quoi dire, tu peux me mettre un petit emoji dragon ou bol, parce qu'elle a un bol sur la tête, et tu peux me dire si tu as lu cette saga, ce que toi t'en as pensé, et si jamais tu ne l'as pas lu, est-ce que cette vidéo t'a donné envie de la découvrir? Sur ce, des bisous.